Bon, j'appelle Thibaut Goret maintenant, s'il vous plaît, à prendre la parole. Bon, voilà, je suis au four et au moulin. Je n'ai pas eu de collègue disponible pour la présentation, puisque Natagora fait, en plus de l'étude, du constat sur l'étude de la biodiversité, il y a aussi un pôle conservation avec la gestion de réserves naturelles et la collaboration avec le monde agricole. Donc, un petit rappel important, Damien a donné quelques chiffres, mais ne pas oublier qu'aujourd'hui les experts sont tous d'accord pour dire qu'on est en train de vivre la 6e extinction de notre planète. Ce sont des chiffres qui le prouvent. Aujourd'hui, il y a une telle chute de biodiversité qu'on parle de ça. Il y en a eu d'autres avant, les dinosaures avant nous. La différence cette fois-ci, c'est que ça va 100 fois plus vite et qu'une des espèces en est la cause, et c'est l'homme en l'occurrence. Voilà quelques constats. Alors, les réserves naturelles font partie de la solution. Ce n'est pas la solution à tout, on en a parlé, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Natagora travaille sur cet élément-là, la protection de la biodiversité à travers les réserves naturelles, et certains scientifiques estiment que pour que les espèces sauvages puissent être dans un état de conservation favorable et que les écosystèmes globaux continuent à fonctionner bien, eh bien il faut un certain pourcentage de réserves naturelles. Par exemple, il faudrait au moins 5% de réserves naturelles à l'échelle du territoire. Nous sommes aujourd'hui en Wallonie à 0,9%. Donc vous voyez, au contraire de certains discours radicaux qui disent que les écolos et Natagora veulent mettre toute la Wallonie en réserve naturelle, ce n'est pas le cas. Mais c'est clair qu'il est important de pouvoir préserver certains milieux en tout cas. Et cette gestion, elle se fait en partenariat notamment avec les agriculteurs lorsqu'il s'agit de milieux semi-naturels ouverts dont les prairies font partie. Il y a des RND, réserves naturelles domaniales, domaine public, il y a des RNA agréés, Natagora, Ardennegaume, on a Sébastien Carbonel qui est là pour cette ASBL-là aussi, font partie de ces associations qui créent des réserves naturelles agréées. Mais ceci dit, aujourd'hui en Wallonie, la majorité des réserves naturelles, c'est de la forêt. Donc voilà, on va parler de réserves naturelles en milieu ouvert avec le monde agricole, ça ne représente finalement qu'une minorité. Mais ces milieux sont excessivement importants aussi, ces milieux ouverts, semi-naturels sont excessivement importants au niveau de cette biodiversité, on en a parlé largement. Un petit test pour que ce soit dynamique, combien imaginez-vous d'espèces d'herbacées, donc de la flore herbacée, sur 100 mètres carrés? 100 mètres carrés, ce n'est pas grand, hein. 10 sur 10, dans une réserve comme Comogne, dans les plus belles prairies. Vous avez une idée? Toi, eh bien, on n'est pas loin de ça. Dans les pays les plus riches, en Roumanie par exemple, on rencontre 80-90 espèces sur à peine 100 mètres carrés. Ici, à Comogne ou dans d'autres réserves naturelles, on peut en rencontrer 60-70 espèces sur cette petite surface-là. Si on fait l'ensemble, on est à plus de 100 espèces. Si on est sur 15 hectares, comme à Comogne, on est sur plus de 100 espèces, rien que sur la strate herbacée, donc c'est énorme. Et ces espèces sont pourtant celles qui sont le plus en déclin, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il y a eu une forte intensification. Ces espèces, elles vivent cette nature sauvage liée à des pratiques d'antan, des pratiques agro-pastorales. L'homme s'est sédentarisé il y a 10 000 ans. En se sédentarisant, eh bien, il a fauché, pâturé, et il a permis à cette biodiversité de se développer et de se maintenir. Et donc aujourd'hui, ces espaces réserves naturelles ou même prairies de haute valeur biologique, ces espaces de milieu ouvert qui ont cette biodiversité, eh bien, ce sont des prés de fauche, des pelouses en pente, des prairies humides, des fonds de vallée, des tourbières, des milieux finalement qui ont été gérés par le monde agricole et qui le sont toujours en partie grâce à votre investissement. Alors, que sont devenus ces milieux ouverts semi-naturels? On l'a dit, il y a eu une grosse intensification de l'agriculture depuis environ un siècle, hein, surtout depuis le milieu du siècle dernier. Et puis en fait, certains chiffres l'ont dit, moi j'ai des chiffres qui remontent un peu plus loin, puisqu'on est en 1955, donc sur 60 ans, 33% des prairies au sens large, donc milieux ouverts semi-naturels, ce sont les prairies au sens large, comme je les ai citées tout à l'heure, 33%, un tiers ont disparu tout bonnement. C'est énorme, en Wallonie, sur à peine 60 ans. Alors, à nouveau un petit quiz, quels sont les
3 causes de disparition, et François l'a dit, donc en fait, ce n'est pas compliqué, mais par ordre d'importance, c'est d'abord l'urbanisation. D'abord, donc on cible toujours le monde agricole, mais d'abord, c'est l'urbanisation. L'urbanisation, c'est aussi bien nos villages qui grandissent que les zonings industriels, que les routes, que si. C'est la première cause de disparition des prairies, c'est ça. Deuxième cause, le labour. Effectivement, les meilleures prairies, les plus productives, sur lesquelles les agriculteurs, qui de plus en plus sont devenus des cultivateurs et non plus des éleveurs, pas tant ici où on est dans une région herbagère où la prairie permanente est obligatoire, mais donc beaucoup de prairies productives, intensives, sur des bons sols se sont vues labourer. Et puis enfin, l'abandon, les prairies les plus difficiles d'accès, les plus en pente, les moins rentables, finalement, on les a délaissées. Vous avez vu le nombre d'agriculteurs ayant chuté. Les agriculteurs n'ont plus pris le temps d'aller gérer un petit hectare par-ci, un petit hectare par-là, à la main, etc. C'est très compliqué. Bernard nous témoignait tout à l'heure de la difficulté en pelouse calcaire de gérer ces milieux inaccessibles en tracteur. Forcément, beaucoup de zones telles que celle-là ont été abandonnées, ont été perdues, et donc la biodiversité a chuté. La forêt est revenue, c'est très bien. Il y a aussi un grand intérêt à maintenir des forêts, mais la biodiversité, les espèces de la faune et de la flore sauvage qui sont liées, par exemple, à ces pelouses calcaires, n'existent que s'il y a encore une gestion par le monde agricole. Sans gestion, forcément, ces espèces disparaissent. On a parlé des conséquences, perturbation du fonctionnement des écosystèmes, isolement, fragmentation des habitats, bref, un appauvrissement de la biodiversité avec des chutes claires dans certains groupes d'espèces. On l'a vu pour les abeilles sauvages, pour les insectes de manière générale. On le voit sur les oiseaux, moins 50% d'oiseaux. Voilà, les chiffres sont quand même très, très interpellants et aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté. On doit en avoir conscience. Depuis 1950, 70% des colonies de chauves-souris, Bertrand en protège une chez lui, ont disparu. 99% de certaines espèces ont disparu de chauves-souris. Bon, voilà, forcément, c'est interpellant. Alors, Natagora essaye, avec d'autres, de pallier, si vous voulez, à ce genre de déclin et met en place des actions. Par exemple, le projet LIFE Prairie Bocagère. Je coordonne ce projet. Patrick est ici aussi l'assistant dans la zone de projet en Famenne, Patrick Liguezolo, que vous connaissez pour certains. Et donc l'objectif, si vous voulez, sur certains sites Natura 2000, repris ici, entre Chimay et Rochefort, il faut le faire. On va chercher nos 2 trappistes wallonnes, 2 des 3 trappistes wallonnes, on a bien choisi notre zone de projet. Entre Chimay et Rochefort, voilà, on va travailler sur des sites Natura 2000 pour favoriser la biodiversité et en particulier certaines espèces du bocage, notamment les chauves-souris, des oiseaux, des libellules ou encore le triton crêté qui est lié au mar. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Simplement quelques chiffres pour vous montrer ce qu'on fait. 200 hectares de prairies, de restauration biologique de prairies. On verra, dis donc, j'ai l'impression d'être... C'est plus court que ce que je ne pensais, tiens. La création de réserves naturelles, des haies à planter, des mares à creuser ou à restaurer, des vergers aux tiges, des fossés, des buissons, etc. Alors dans les hectares de prairies, en réalité, qu'est-ce qu'on restaure biologiquement ? Eh bien, aussi des fonds de bois, des zones qui ont été plantées de résineux, par exemple. Eh bien, 35 hectares de ces 200 hectares sont remis à l'agriculture en collaboration avec le monde agricole. Ces zones qui étaient perdues, qui étaient toujours au plan de secteur agricole, mais qui avaient été plantées de résineux, eh bien, on en refait de la prairie, gérée donc en collaboration avec le monde agricole. 100 hectares de prairies à l'abandon, des prairies comme les pelouses calcaires qui s'étaient vues recolonisées par les ligneux. 100 hectares sont remis en état pour une gestion, soit par fauche, soit par pâturage. Voilà, un grand merci pour votre attention. Et on va terminer cette matinée de présentation par le témoignage de Jean-Paul, que j'invite à me rejoindre. Et Jean-Paul Mazière, qui est agriculteur ici à Lavaux-Sainte-Anne et qui gère notamment, en plus de sa ferme en tout cas, 15 hectares de réserve naturelle à Comogne. Jean-Paul, tu nous présentes un peu ta ferme ? Voilà, bonjour. Donc moi, comme idée, moi je fais ça en plus de ma ferme. Donc il y a la réserve naturelle et à ma ferme, quoi. Alors je ne suis pas en bio du tout. On est en raisonné, donc on n'utilise pas trop d'intrants, quoi, mais voilà. Et alors où je suis, moi je trouve il y a plein de belles choses, mais pour sauver la biodiversité,
même les bio, en réalité, ils n'ont guère que 10 ou 15 espèces végétales en plus que nous, en conventionnel. Donc si on veut surveiller les espèces en voie de disparition, pour moi, il n'y a que les réserves naturelles qui pourront faire quelque chose. C'est un point de vue. Mais Oui, c'est mon point de vue. présente-nous. Après, on rentrera dans des considérations peut-être comme ça qui sont intéressantes, qui méritent d'être débattues, parce qu'aujourd'hui on parle sans tabou et donc c'est l'échange d'idées. Présente-nous un peu ta ferme et au-delà de ta ferme, la gestion de ces réserves naturelles. Qu'est-ce que ça représente comme contrainte, mais comme opportunité? Comment c'est arrivé dans l'historique? Voilà, pour qu'on puisse comprendre comment un agriculteur aujourd'hui peut aussi sur sa ferme avoir une partie de réserve naturelle. Ah oui, de toute façon. Donc, j'ai été à la vente quand Natagora a acheté la... Il y a combien d'années? 22, 23 ans, je pense, 24, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Ça fait longtemps. J'étais assis à table à côté, donc j'ai parlé avec eux, j'ai dit, que vous allez faire avec quoi avec ces terrains-là? Ils ne savaient pas encore, ils cherchaient un agriculteur, je me suis présenté, donc ça fait 23 ans que je travaille avec Marc Paquet. Donc c'est Marc Paquet qui est conservateur. J'ai toujours dit... Enfin, moi, je touche les primes, tu me dis ce qu'il faut faire, je fais le poirier, et puis voilà. Et ça fait 23 ans qu'on fait comme ça. Quand j'ai quelque chose à lui dire, ben, je lui dis, il n'est pas toujours d'accord, mais ce n'est pas grave. Il accepte, et puis la réserve naturelle a chuté au point de vue qualité depuis quelques années. Le nombre d'espèces revient, il en est très content, mais bon, les primes tombent toujours, et pas de souci. Et au point de vue sur ma ferme, c'est un très grand avantage, c'est que j'ai droit à la faible charge. Et ça, au point de vue prime, c'est quand même super intéressant, quoi. Et c'est pas à moi qu'il faut demander. Cette plante-là, c'est son nom, j'en sais rien, c'est pas mon truc, quoi. Moi, je fais ma ferme. Mais effectivement, la gestion de cette réserve naturelle sur 15 hectares, Marc Paquet, le conservateur, est très proche de toi pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'on peut améliorer, etc. Mais comme tu le disais, ça participe à l'autonomie de ta ferme, en tout cas. Oui, mais surtout financièrement. Parce que le fourrage, quand on fait des analyses de fourrage en fauché après le 15 juillet, ça vaut rien du tout, hein, ça vaut moins que de la paille. Hein. Enfin, tu sais bien. Alors, on fait de la viande avec des fauches très tardives. Si on n'a pas une race hyper rustique, ça vaut rien. Hein. Et tu as raison de le préciser, et Arnaud Farinel, qui est ici, le montre dans sa présentation en termes de qualité de fourrage. Tout dépend bien sûr du type de prairie, mais aussi de ce qu'on produit et quelle race on a. Toi, tu as fait du lait, tu le dis, c'est très maigre, oui, voilà, surtout des années comme dernièrement. En sécheresse, c'est bien, j'ai des râteliers un peu partout. Tu leur donnes un ballon de, je ne vais pas dire cette saloperie là, mais presque. Et puis, elles piochent un peu, hein, c'est tout. Hein, mais c'est comme ça, il ne faut pas... Et tu as quelle race? Ben là, on a Montbéliard, enfin, j'avais des Montbéliards, et puis maintenant, Loïc, il veut faire Montbéliard, Holstein, et puis Brune Suisse. Donc, c'est comment? Je sais plus comment. Enfin, tu ne le brûles pas, ton fourrage, rassure-moi. Non, mais j'en connais qui en font des tables pour faire des nichoirs à oiseaux, hein. Oui, tout à fait. Mais tu les donnes, comme tu dis, tu les donnes, elles viennent chercher ce qu'elles voilà. Vont. Ça sert quand même à ça. C'est un plus pour ma ferme. C'est un plus pour ta ferme. J'ai pas non, sinon on le donne à un voisin. Hein. Mais je l'ai déjà fait, je le fais souvent. Hein. Non, mais je sais, Jean-Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire aussi, c'est clair que sans les primes, ça vaut rien. Je t'ai dit l'année passée, puisque l'année passée je pouvais le vendre, je l'ai vendu pour l'anecdote. J'ai vendu pour 100 € l'hectare, fauché, fané, endainé, rendu chez les gens. Et là, le clou du truc, du marché, c'est qu'au mois d'octobre, elle me téléphone, elle dit, je suis embêtée avec le foin, parce qu'elle a des chevaux, il y a du sénesson dedans, et c'est très toxique. Ben, je dis, c'est pas de problème, je vais te le rechercher. Donc j'ai été rechercher le foin, quoi. Ça m'arrangeait bien, puisque c'est une année hyper sèche. Mais, allez, la valeur de ce foin-là, c'est rien, quoi. Alors, c'est clair qu'au niveau nutritionnel, sur l'énergie et sur les protéines, c'est un foin très pauvre. Après, certaines études ont montré qu'il y avait des qualités quand même en termes d'oligo-éléments et de vitamines. J'ai eu des analyses aussi, hein, très très riches en minéraux. Mais il y a un paquet de terre là-dedans. Quand on fauche... Non mais c'est sérieux, hein. Allez. C'est pas le plus facile, c'est clair, hein, gérer des raisins naturels, comme tu le disais. C'est facile, puisque je fais que le boulot minimum. Je le dis, mais pour valoriser ça, il ne faut pas rêver, hein, c'est pas... Non, c'est difficile. Mais tu le donnes à tes bêtes, ça n'empêche que tu le valorises quand même. Elles viennent chercher ce qu'elles ont besoin. Et sans... plaisir des fois aux voisins. Voilà.
Non, mais On comprend bien aussi que ce n'est pas toujours simple, effectivement, de gérer, de valoriser correctement des zones moins productives. Et dans une ferme, c'est clair que ça ne représente qu'un petit pourcentage des surfaces globales. Ça, il faut s'en rendre compte. Tant que c'est qu'une petite partie de la ferme, allez, il n'y a pas de souci, Voilà. ça se met bien. Voilà. Mais il faut pas un trop gros pourcentage. Allez, il y a des gens, j'admire, qui ont parlé, mais moi, je veux gagner ma vie. Moi, je ne suis pas fils d'agriculteur. Je veux gagner ma vie. Je vais payer des études à mes enfants. Je veux gagner de l'argent. Hein. Alors, si c'est pour les oiseaux, c'est bien. Mais si ça fait... Mais comme tu le dis, chaque ferme est différente. Dans ton contexte, c'est bien d'avoir 15 hectares de réserve naturelle sur un ensemble qui fait combien? Ben maintenant, on vient de passer à 113. 113 hectares, c'est une partie de ta contribution aussi, mais c'est clair que pour toi, voilà, les contextes sont différents, on n'est pas en train de comparer, et au contraire, heureusement qu'il y a des agriculteurs qui peuvent gérer aussi. Tantôt, un agriculteur disait, on fait de la malbouffe et les gens... Mais moi, quand j'ai commencé, il y a un quart de la planète qui crevait de faim, alors qu'on n'était que 4 ou 5 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Il y a encore 700 000 personnes qui ont faim. Et les 3 quarts, c'est politique. Moi, je trouve qu'on a quand même bien fait notre job. Hein. On n'a pas tout bien fait, mais on a quand même bien fait notre job. Il ne faut pas tout détruire. Quoi, Ouais, hein. non, mais tout à fait. Les médias qui nous tapent dessus tout le temps, il faut qu'ils arrêtent aussi. Quoi, hein. Jean-Paul représente bien la diversité du monde agricole, comme tous les agriculteurs l'ont représenté. Et aujourd'hui, tu es un de ceux qui disent, bien sûr, on doit évoluer, bien sûr, on est conscient de nos erreurs et on les reconnaît, on se remet en question, on fait des choses pour la nature, mais il ne faut pas, comme tu dis, flinguer sans cesse le monde agricole. Et c'est pour ça que ce genre de journée t'a accepté de venir aussi. C'est parce que... Moi, je suis à côté. Non. Allez, on va applaudir Jean-Paul, mais avant... Il est venu à pied, hein, c'est sa contribution. Même pas. Non, mais Jean-Paul... Parce que chacun a sa contribution pour la planète. Ouais. Moi, sur ma ferme, j'ai la chance d'être toute remembrée. Je consomme 3000 litres de mazout par an. J'ai presque pas de facture électrique et je pompe mon eau. Donc, écologiquement, il y en a beaucoup qui peuvent en tenir des... Tout à fait, mais c'est clair. Aujourd'hui, pas de clivage. Chacun fait sa part. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a des agriculteurs conventionnels qui sont invités aujourd'hui. Chacun fait sa part. Le but, c'est vraiment la cohésion, l'entente, la compréhension l'un de l'autre. Dernière chose, avant de conclure et passer la main aux échanges sur le temps de midi. Malgré tout, dans la réserve naturelle, on a évolué aussi dans la façon de travailler, puisqu'on s'est rendu compte que sur certaines zones, la fauche du regain pouvait être intéressante pour la biodiversité elle-même, pour la flore. Avec Marc, on a constaté, on a mis des essais en place. Et donc, on a demandé à Jean-Paul d'intervenir une deuxième fois. Ça l'a arrangé parce que finalement, il a fauché plutôt la première coupe et qu'il a eu le regain, donc il a eu un foin de meilleure qualité, et que par ailleurs, ça a contribué aussi à des choses intéressantes. Sur cette partie-là de la réserve, à nouveau, chaque zone n'est pas la même, chaque prix n'est pas la même, mais là, c'est intéressant aussi de voir parce que moi, donc c'est une MAE à haute valeur biologique, mais il y a la moitié que je fauche au 15 juin. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait revenir à la façon que les anciens travaillaient pour retrouver que la flore qu'il y avait avant que vous ne soyez propriétaire. Hein. Et fauche du regain après. Et fauche du regain. Voilà. Donc, allez, là c'est beaucoup mieux pour moi, ça c'est clair. Et on en revient aussi à ce concept au niveau biodiversité, qu'en fait c'est la diversité de gestion qui permet aussi à la faune et la flore sauvage de se développer. Et donc simplifier et uniformiser tout, même en réserve naturelle, n'est pas nécessairement une solution. Il faut s'attacher à la prairie, au type de prairie qu'on a. Et dans ce cas-là, comme dans d'autres cas, une fauche un peu plus précoce. 15 juin, ce n'est pas très précoce, mais c'est bien plus précoce que le 15 juillet qui était recommandé jusque-là, avec la fauche du regain, a permis de redynamiser la prairie et de voir un nombre d'espèces florales plus important qu'avant. Donc voilà des constats aussi importants, une remise en question aussi du monde naturaliste qui doit se faire. Merci Jean-Paul pour ton témoignage. Ouais.